Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Merci pour votre présence et votre soutien. Vos messages comptent beaucoup pour moi. Aujourd'hui, pour la métaphore d'introduction, on va mettre le nez dehors. Imaginez deux jardins. Les deux jardins sont sous le même climat, ils ont le même ensoleillement et ils reçoivent la même quantité de pluie et d'eau. Pourtant, après quelques années, l'un des jardins est florissant et l'autre peine à produire quoi que ce soit. En y regardant de plus près, vous allez réaliser que le problème n'est pas dans les plantes, le problème est dans l'environnement. Pour la croissance humaine, c'est la même chose. La plupart d'entre nous dépensent beaucoup d'énergie à essayer d'améliorer la plante. On travaille notre discipline, nos méthodes, notre résilience. Et en même temps, très peu d'entre nous s'intéressent au jardin lui-même, à l'environnement. Si l'environnement façonne la croissance, le leader ne doit pas rester passif face à lui. Il peut le lire et il peut le recomposer. Bienvenue dans The Forge Conversations. Je suis Alain Quadou. J'étudie ce qui se passe lorsque les êtres humains restent sous pression trop longtemps. L'érosion invisible qui se produit avant que quiconque, y compris les personnes elles-mêmes, ne remarque que quelque chose se dérègle. Dans ces épisodes, nous explorons le cadre Forge, une architecture en 5 parties pour ceux qui naviguent dans ce que j'appelle le drift. Cette longue période silencieuse où la performance reste extérieurement intacte, tandis que quelque chose d'essentiel se fragmente au-dessous. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré Focus pour récupérer de la clarté attentionnelle alors que tous disputent la priorité. Overcome, discerner ce qui nous appartient encore de ce qui ne nous appartient plus. Et Reinvent, la mise à jour du système d'exploitation interne à travers lequel on pense, on se régule ou on décide. Aujourd'hui, nous entrons dans le 4e mouvement, la lettre G. G comme Grow. Je me demande pourquoi certaines personnes continuent à se développer pendant des années et en même temps d'autres personnes stagnent malgré leur expérience, leur intelligence et leur succès. Et je crois qu'on sous-estime la volonté, surestime la volonté et qu'on sous-estime les conditions. Donc si on examine le jardin, au début d'une carrière, tout est apprentissage. On expérimente, on échoue, on s'ajuste, on découvre des capacités qu'on ne se connaissait pas. Chaque nouvelle responsabilité est une forme de territoire inexploré. Après un certain temps, les choses évoluent, les résultats arrivent, la réputation se construit, les attentes s'installent. Progressivement, sans qu'on le remarque vraiment, l'exploration devient exécution. L'apprentissage devient de l'expertise. La curiosité devient le contrôle. Vous continuez à performer et votre performance amène des résultats, mais vous grandissez moins. La vitesse à laquelle vous vous développez ralentit. C'est un mécanisme presque invisible. Il n'y a pas de rupture nette ou d'événement déclencheur. C'est juste une substitution lente. La croissance va discrètement être remplacée par la performance. Pourquoi ? Parce que plus un leader devient performant, plus son organisation va lui demander de reproduire ce qui fonctionne, déjà. On lui confie davantage de responsabilités, davantage de décisions, davantage de personnes, mais paradoxalement, de moins en moins d'occasions d'explorer. C'est là que se cache le paradoxe. Ce qui a fait de lui un leader performant finit progressivement par limiter sa propre croissance. Vous reconnaissez peut-être ces mécanismes, c'est l'une des formes que prend le drift. La performance reste visible, les résultats continuent d'arriver, et pendant ce temps, quelque chose d'essentiel cesse de se renouveler, en arrière-plan. C'est ce que Michael, mon voisin à l'époque où j'étais à Singapour, m'a dit un jour. Je réussis tout ce que j'entreprends, mais en même temps, j'ai l'impression de rétrécir tout doucement. Alors, c'est pas un manque de volonté ou un manque de discipline. Les conditions de sa croissance, elles se sont détériorées tout doucement. Et personne, ni lui, ni son organisation ne l'a vraiment remarqué. Donc, l'idée que l'environnement façonne la croissance, plus que l'effort, c'est un sujet qui a été testé dans les années 70 par un psychologue qui s'appelle Edward Deci. Il a proposé à ses participants de résoudre un casse-tête. C'était un objet métallique avec des pièces qui s'emboîtent. Au premier essai, les participants le trouvaient intéressant. Ils y revenaient, même pendant les pauses. Et ils en parlaient entre eux. Pour le deuxième test, Deci a introduit un changement. Il a payé les participants pour chaque casse-tête résolu. Comme on peut l'imaginer, l'engagement des participants a augmenté.
Pour le troisième test, il a retiré la récompense. Il est donc revenu dans les conditions du test numéro 1. Ce qui est important, c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Deci compare l'engagement des participants au troisième test et au premier test. Les participants se sont moins engagés au troisième test. Donc, l'introduction d'une motivation externe, test 2, n'a pas renforcé la motivation interne des participants. La motivation externe, elle a partiellement remplacé la motivation interne. C'est ce que Deci appellera l'effet de surjustification. Les récompenses externes peuvent parfois remplacer la motivation intrinsèque. Avec son collègue Richard Ryan, il a passé les années suivantes à affiner cette découverte. Le résultat de leur recherche, c'est devenu une des théories les plus influentes de la psychologie contemporaine, la théorie de l'autodétermination, SDT, Self-Determination Theory. Sa règle principale est simple. Les êtres humains ont une profonde tendance naturelle à se développer, à apprendre, à progresser et à contribuer. Cette tendance n'a pas besoin d'être créée, elle est présente au départ. En revanche, elle a besoin d'être nourrie de l'extérieur. Les travaux de Deci et Ryan ont révélé 3 piliers qui soutiennent la motivation intrinsèque. On va les regarder un par un, car ils sont la clé pour comprendre votre propre jardin. Ces 3 besoins sont l'autonomie, la compétence et l'appartenance. Dans le jardin, on pourrait dire qu'ils sont la lumière, les nutriments et l'écosystème. L'autonomie, c'est la lumière du jardin. Sans lumière, rien ne pousse. Peu importe la richesse du sol, peu importe la quantité d'eau que vous apportez. Alors attention, hein, l'autonomie, ce n'est pas l'indépendance totale. Ce n'est pas faire ce que vous voulez quand vous le voulez et sans contrainte. Agir en autonomie, ça veut dire sentir que vos actes sont alignés avec vos vraies valeurs et vos vrais choix. Que vous êtes l'auteur de ce que vous faites, même à l'intérieur des contraintes. Que ce que vous faites a du sens pour vous. Un directeur régional qui passe sa semaine à valider des rapports qu'il n'a jamais demandé peut avoir de l'autorité, il peut même avoir une grande équipe, mais il peut se sentir moins autonome qu'un jeune collaborateur qui construit pour la première fois quelque chose qui a du sens. Et à l'inverse, un leader avec très peu de latitude formelle peut agir avec une véritable autonomie psychologique parce qu'il sait pourquoi il fait ce qu'il fait, parce que ses actes portent un sens qui lui appartient. Quand l'autonomie est absente, il y a des symptômes reconnaissables. Une fatigue chronique que le repos ne va pas soulager, un cynisme tranquille qui s'installe petit à petit, le sentiment d'être prisonnier dans un rôle, un système ou une trajectoire qui semble ne plus vous appartenir. Ce sont souvent les premiers signaux du drift. Ils apparaissent bien avant que la performance ne baisse. Tout ça, ça peut se produire avec un salaire élevé, avec un titre qui impose le respect et des résultats que personne ne conteste. Pensez à la dernière décision stratégique à laquelle vous avez pris part. Est-ce que vous l'avez façonnée ou est-ce que vous l'avez juste ratifiée? Il y a une différence entre être consulté et être l'auteur. La plupart des dirigeants passent des années à être consultés en croyant qu'ils choisissent. La question qu'il faut avoir en tête, c'est celle-ci. Suis-je encore en train de choisir ou est-ce que je réagis simplement à ce qu'on attend de moi? Le deuxième besoin, c'est la compétence. Dans le jardin, ce seraient les nutriments. Dans un jardin, même en plein soleil, une plante privée de nutriments finit par s'épuiser. Elle garde une belle apparence et elle peut encore produire des fruits, mais elle puise dans ses réserves sans jamais les reconstituer. Le besoin de compétence, ce n'est pas le niveau d'expertise. C'est le mouvement, la dynamique. Nous avons besoin de sentir que nous apprenons encore, que nous progressons encore. C'est important de sentir que notre maîtrise se développe dans une direction ou dans une autre. Ça peut être un piège, même pour des leaders qui ont de l'expérience. Et personne ne le leur signale. Après des années de pratique, ils deviennent des experts, ils connaissent leur domaine, ils gèrent, ils supervisent, ils contrôlent, mais ils ont cessé de se développer. Ils vont dire quelque chose comme ça. Avant, chaque semaine, il y avait quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, je peux presque prédire le contenu de chaque réunion avant qu'elle commence. Il y a une différence fondamentale entre gérer ce que vous maîtrisez déjà et apprendre ce que vous ne maîtrisez pas encore. Et puis gérer ce que vous maîtrisez, c'est rassurant. Apprendre ce que vous ne maîtrisez pas encore, ça peut être inconfortable. Et
Pourtant, c'est l'apprentissage qui nourrit. La performance, elle concerne ce que vous produisez. La croissance, elle concerne ce que vous devenez. Dans un monde qui change aussi vite que le nôtre, un leader qui cesse d'apprendre devient peu à peu une version de moins en moins pertinente de lui-même. Il peut continuer d'exceller dans ses compétences, mais la valeur de ses compétences s'érode en silence. C'était quand la dernière fois que vous étiez en réunion et que vous ne connaissiez réellement pas la réponse? Pas parce que vous étiez mal préparé, mais parce que la question était nouvelle pour vous. Si vous avez oublié, ça mérite d'être noté. Le troisième besoin, c'est l'appartenance. L'écosystème du jardin. Aucune plante ne grandit vraiment seule. Même l'espèce la plus résiliente dépend d'un réseau invisible, de champignons, de bactéries, d'insectes, d'interactions souterraines que l'œil ne perçoit pas. Si l'écosystème se détériore, là aussi, la plante va s'affaiblir, même si tout paraît normal en surface. L'appartenance au sens de Deci et Ryan, c'est le besoin d'être relié, le besoin d'une connexion humaine authentique. C'est le besoin d'être reconnu, pas seulement reconnu parce que vous produisez, mais connu pour qui vous êtes. Dans ce domaine, la réussite hiérarchique peut être un piège. Pourquoi? Eh bien parce que plus le niveau est élevé, moins les retours qu'on vous fait sont sincères, plus les interactions deviennent transactionnelles, plus les conversations sont filtrées par les enjeux, les positions et les précautions. Le leader se retrouve donc entouré de gens et profondément seul. Et pas seulement par manque de contact, mais par manque de conversations qui font réellement circuler quelque chose de vrai. Une idée inconfortable, un vrai doute, ou une émotion qui n'a pas besoin d'être gérée avant d'être exprimée. Sans cette qualité de lien, la croissance ralentit aussi. La croissance humaine, elle a besoin d'être témoignée pour se consolider. Elle a besoin d'être nommée. Elle a besoin d'une présence qui lui renvoie quelque chose de réel. Pensez par exemple à vos 5 dernières réunions. Combien étaient des réunions où vous avez vraiment avancé? Combien ont été des conversations où quelque chose de réel s'est échangé? Un doute, une difficulté, une vraie question. Le ratio vous dira quelque chose sur l'écosystème dans lequel vous évoluez. Donc revenons un instant au chemin qu'on parcourt ensemble. Dans Focus, on apprend à voir de nouveau, à retrouver la clarté où la surcharge avait tout brouillé. Dans Overcome, on a appris à déposer ce qui pèse sans être utile, les fardeaux accumulés, les mécanismes de protection qui étaient devenus des freins. Dans Reinvent, on a entrepris la reconstruction, pas en surface, mais une vraie reconfiguration par rapport à soi, au rôle, à l'action. Grow, c'est un tournant. Jusqu'ici, le travail constituait essentiellement à corriger, alléger, reconstruire. On pourrait dire que c'était le travail d'un médecin, celui de réparer ce qui est cassé. Pour Gros, c'est différent. Gros, c'est le travail d'un jardinier. La différence entre les deux, elle est importante. Le médecin va traiter ce qui ne fonctionne pas. Le jardinier, lui, il crée les conditions pour que quelque chose de vivant se déploie. Un jardinier ne fait pas pousser les plantes. Personne ne peut forcer la croissance. Ce qu'il peut faire, ce qu'il fait, c'est examiner l'environnement avec soin, s'assurer que la lumière atteint les plantes, que le sol est bien nourri, que l'écosystème est vivant, et ensuite, il fait confiance à ce qui veut bien pousser. La discipline du jardinier, elle ne porte pas sur la plante, elle porte sur le fait de ne pas perturber les conditions qui rendent la croissance possible. C'est exactement ce que Gros représente dans le modèle Forge. Il ne s'agit pas d'un effort supplémentaire, ni d'une nouvelle performance à atteindre. Il s'agit juste de rediriger votre attention vers les conditions de votre croissance. Donc avant de conclure, prenez un instant pas pour analyser, mais juste pour remarquer où vous en êtes en ce moment dans chacune de ces 3 dimensions. Donc voilà 3 questions. 1. Quelle part de ce que vous faites aujourd'hui avez-vous réellement choisi? Ou avez-vous simplement hérité d'attentes qui n'ont jamais été les vôtres? Qu'êtes-vous en train d'apprendre en ce moment qui vous développe vraiment, pas qui vous restreint, mais qui vous développe? Et qui, dans votre vie, vous voit encore comme une personne et non pas comme une fonction? Autonomie, compétence, appartenance, ce n'est pas une liste à cocher, mais une clé de lecture de votre environnement. La croissance ne demande pas un surcroît d'effort, elle demande plus d'honnêteté sur les conditions dans lesquelles vous vivez. La croissance n'est pas une affaire de discipline.
pas travailler plus dur, lire davantage, mieux structurer son temps, avoir des habitudes plus solides. La croissance, c'est juste une affaire de conviction. Elle s'établit d'abord quand l'autonomie est présente et que vous êtes réellement l'auteur de ce que vous faites. Ensuite, quand votre compétence continue de se développer, quand vous apprenez encore et que vous ne faites pas que raffiner ce que vous savez déjà. Et enfin, quand les relations nourrissent vraiment votre appartenance, quand vous existez pour quelqu'un d'autre, euh, comme plus qu'une fonction. C'est dans ces conditions que l'être humain va naturellement vers son développement, parce que c'est sa nature la plus profonde. Et c'est aussi pour cela que Grow est une protection contre le drift. Un être humain qui continue de se développer ne s'érode pas en silence. Dans le langage de Forge, Focus nous aide à voir, Overcome à nous alléger, Reinvent à nous reconstruire, Grow nous aide à cultiver. Après la réparation, la croissance, c'est l'étape qui suit naturellement. Et comme dans tout jardin, la croissance n'émerge pas sous la pression. La croissance n'a jamais besoin d'être forcée. Peut-être que la croissance attend juste que des conditions soient présentes. Donc la prochaine étape de votre développement, c'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est de créer l'environnement dans lequel vous pourrez continuer à devenir vous-même. Et si la performance n'était pas l'ennemi de la croissance, mais son aboutissement? Dans le prochain épisode, nous explorerons Excel, quand la performance cesse d'être une réponse à la menace et qu'elle devient l'expression naturelle de qui vous êtes devenu. Je suis Alain Quadou, j'ai créé The Forge parce que je crois que ce qui se passe avant l'effondrement mérite autant d'attention que l'effondrement lui-même. Quand le drift n'est pas une faiblesse, c'est ce que la pression fait aux êtres humains avec le temps. Et je crois que la capacité à reconnaître ça tôt et à le traverser avec soin, ça porte quelque chose de rare, la capacité à soutenir non seulement la performance, mais nous-mêmes. Si vous avez reconnu quelque chose de vous-même dans ce que nous avons exploré aujourd'hui, c'est peut-être là que le vrai travail commence. Et si vous souhaitez explorer à quoi pourrait ressembler un recalibrage dans votre propre contexte, vous me trouverez sur alainquadou.com. C'était The Forge Conversations. Merci pour votre présence, votre écoute et à bientôt.